Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà, donc je crois que c'est le numéro 82 de notre brief bi-hebdomadaire. Voilà. Alors aujourd'hui, la grande nouvelle, vous le voyez à l'écran, beau, bronzé, c'est le retour du prince Igor. Voilà. Voilà, donc qui nous fera un petit peu tout à l'heure, mais on va plus traditionnellement commencer par Arnaud, voilà, qui passera ensuite la parole à Igor. Donc n'hésitez pas à envoyer de nombreuses questions pendant les interventions, qu'on ait un peu de grain à moudre ensuite. Voilà, c'est à toi. Bonjour. Il va falloir couper. Tout ne marche pas. Bonjour à tous. Une actualité économique et politique intérieure assez clairsemée aujourd'hui, même s'il y a quelques événements qui méritent d'être relevés. Je crois que l'actualité aujourd'hui est plutôt diplomatique, ou en tout cas relevant de la politique étrangère. Tout d'abord, l'Union européenne qui déclare envisager des sanctions contre le système de paiement MIR, système de paiement russe. Ça fait écho à ce que j'avais dit la dernière fois à propos des Américains qui eux-mêmes font passer des messages, notamment à la Turquie. Et la semaine dernière, on a appris que les cartes émises par certaines banques russes, celles qui sont sous sanction, ne sont plus valables, ne sont plus acceptées en Turquie, en particulier dans les hôtels. Donc l'Union européenne semble vouloir à son tour s'engager euh, contre ce système de paiement russe. Autre information, en tout cas rumeur, qui a circulé ces derniers jours à Moscou, rumeur relative à un départ d'Alexei Koudrine de la présidence de la Cour des comptes russe. Et la rumeur moscovite le plaçait à la tête du groupe Yandex, qui est dans une période de grande transformation, avec une partie de ses activités reprises par un autre réseau social, Vkontakte. Cette rumeur a été démentie par le Kremlin, ce qui en soi est assez intéressant. Deux nouvelles politiques. Tout d'abord, un tribunal de Moscou qui en appel a réduit d'un mois la peine de 8 années de prison à laquelle avait été condamné un député municipal de Moscou, M. Gorinov, pour avoir utilisé publiquement le mot guerre il y a quelques semaines. Euh, et deuxième information qui fait beaucoup parler en Russie, c'est la prise et au-delà d'ailleurs, dans la presse occidentale en particulier, la prise de parole de la chanteuse et véritable pop star soviétique, puis post-soviétique, Madame Pugacheva. Elle a écrit hier un post sur Facebook, je crois, dans lequel elle demandait elle s'adressait au ministère russe de la Justice, lui demandant de l'inclure dans la liste des agents étrangers, comme son mari, hein. Voilà. Monsieur Galkin, qui est un humoriste bien connu, qui réside en Israël depuis quelque temps et qui a eu des propos très durs sur l'intervention militaire en Ukraine. Il avait été vendredi soir donc déclaré agent de l'étranger et donc son épouse a demandé à subir le même sort. Et ça fait évidemment, ça fait du bruit. Alors je ne sais pas où ça fait plus de bruit en réalité. En Russie, en Occident, je vois qu'il y a un certain emballement médiatique. Madame Pugacheva est quelqu'un évidemment de très connu, en tout cas chez les personnes de plus de 45 ans. Beaucoup moins chez les jeunes, mais enfin, c'est quelqu'un qui représente assurément quelque chose, toute une époque finalement, depuis la fin des années Brejnev jusqu'à aujourd'hui, ou presque. Et il y a plusieurs questions. Est-ce que sa prise de position va faire réagir les autorités ou pas, ou est-ce que le Kremlin va pouvoir ignorer? Ce n'est pas certain. Quelles seront les conséquences accessoirement pour elle? Enfin, je pense qu'elle, personnellement, n'aura pas beaucoup de problèmes. Et surtout, comment la société va réagir si tant est qu'il y ait une réaction? Ou est-ce que c'est un épisode qui sera oublié dans quelques semaines et qui ne produira aucun effet sociologique tangible? En tout cas, évidemment, ce n'est pas anodin, cette prise de position. Est-ce que c'est susceptible de changer les choses? Je n'en suis pas certain, mais c'est à suivre, assurément.
1, 2, 1, 2. Merci Gilles, merci Arnaud, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers amis, chers collègues. Donc je vais poursuivre avec la partie politique étrangère, diplomatie de nos briefings. Alors avec 4 nouvelles principalement, une qui touche au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande, puis quelque chose sur les relations entre la Russie et la Chine, ensuite une nouvelle sur le Caucase, et je terminerai sur les relations entre l'Ukraine et l'OTAN. Alors, très brièvement, revenir sur les conclusions du sommet de Samarcande qui s'est tenu en fin de semaine dernière, donc en Ouzbékistan, sommet de Samarcande de l'Organisation de coopération de Shanghai. En bilan, bon, il y a évidemment eu un élargissement assez sensible, puisque l'OCS désormais compte un membre de plus, l'Iran, à qui on avait promis une perspective d'adhésion assez ferme l'an dernier, qui s'est donc concrétisée la semaine dernière. Un processus d'adhésion qui s'ouvre dans sa voie finale pour la Biélorussie, donc qui devrait prochainement rejoindre de plein droit l'OCS. La Turquie, qui par la voix de son président, qui était représenté à Samarcande, a fait savoir qu'elle comptait bien intégrer également l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre de plein droit dans les plus brefs délais. Et l'ouverture à de nouveaux membres en tant que partenaires pour le dialogue, puisque dans l'OCS, il y a plusieurs cercles, hein. Il y a les membres de plein droit, il y a les pays observateurs, il y a les partenaires pour le dialogue. Ils ont comme ça plusieurs cercles d'appartenance. Et donc pour ces pays partenaires pour le dialogue, on va retrouver non des moindres des pays comme l'Égypte, le Qatar. Et quant à ceux qui souhaitent accéder à ce statut de partenaire pour le dialogue, on va retrouver des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït ou les Maldives. Alors, Gilles va me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans, tous ces pays? Pourquoi faire? Je vais tout de suite répondre à ta question. Les Maldives, on sait pourquoi, mais les Émirats aussi. Alors bon, tout d'abord, dire que c'est le plus important élargissement depuis 2015, puisque 2015, on avait la perspective d'adhésion de l'Inde et du Pakistan, qui étaient effectivement devenus membres en 2017. Puis depuis 7 ans, il n'y avait plus vraiment d'adhésion. Alors 2015, c'était le sommet de l'OCS à Oufa, hein, donc en Russie. Donc c'est un élargissement du périmètre géographique, mais aussi donc des obligations de cette organisation régionale donc qui s'agrandit, alors qui a avant tout une vocation géoéconomique, hein. L'OCS, c'est avant tout une organisation qui a un agenda prioritairement économique, avec quelques, j'allais dire, entrées sécuritaires, mais qu'on ne peut pas comparer avec une autre organisation régionale eurasiatique, qui est l'organisation du traité de sécurité collective, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Et enfin, ces adhésions, j'allais dire, ces perspectives d'adhésion reflètent également la lecture d'un monde polycentrique que font la plupart de ces pays, hein, d'un monde multipolaire, que ce soit donc la Chine, l'Inde, l'Iran, évidemment la Russie et autres. Ce sont donc des pays qui voient un ordre international articulé autour de plusieurs pôles régionaux de puissance. Comme je disais, il y a une logique géoéconomique. Alors ça intéresse la Russie au premier chef. Alors d'abord parce qu'à travers ce sommet à Samarcande, elle a pu une nouvelle fois, comment dirais-je, montrer qu'elle n'est pas isolée, en tout cas qu'elle n'est pas mise au banc des nations comme cela est souvent présenté en Occident. Et évidemment, ce sommet, cet OCS s'inscrit parfaitement dans le vecteur eurasiatique de la politique extérieure russe. Et il y a également un agenda économique avec désormais à travers l'inclusion de l'Iran, un accès, j'allais dire peut-être simplifié à moyen terme, un accès économique et logistique simplifié au Golfe et aux eaux de l'océan Indien, avec donc l'Iran qui devient membre de l'OCS. Je passe à la deuxième nouvelle sur la Chine, avec la visite aujourd'hui de Nikolai Patrouchev à Pékin. C'est la première visite en Chine depuis le Covid pour le secrétaire général du Conseil de sécurité de la Fédération. Donc il va rencontrer ses homologues au sein du Parti communiste central chinois pour principalement des consultations stratégiques. En tout cas, c'est comme ça que cela est présenté. Alors cette visite a été largement interprétée, principalement dans la presse occidentale, comme, j'allais dire, un peu
visite rendue pour arrondir les angles entre Russes et Chinois après ce qui a été interprété comme des fausses notes assez marquantes entre la Russie et la Chine, avec certaines gênes, en tout cas ce qui a pu être vu comme une certaine gêne suscitée par la Russie auprès de ses grands amis chinois et indiens. En raison de la crise et des combats en Ukraine. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, cette visite doit évidemment permettre d'harmoniser ou plutôt de renforcer la coopération entre les deux pays en ce qui concerne la sécurité, évidemment, les questions de justice et autres. Je rappelle que M. Patrouchev est un fervent supporter de l'idée d'un rapprochement et d'une coopération plus étroite avec la Chine. Et c'est aussi un farouche, comment dirais-je, farouche opposant à l'idée de tout compromis possible avec l'Occident. Donc c'est donc lui qui s'est rendu à Pékin. Troisième nouvelle sur le Caucase du Sud avec la visite de Nancy Pelosi à Erevan. Alors pour le coup, là, il n'y a pas eu le tracker avec l'avion pour voir quand est-ce qu'il va se poser à Erevan, quand est-ce qu'il va décoller, etc. Ça a suscité beaucoup moins de suspense que sa visite à Taïwan. Ouais, et puis en plus, il y a effectivement les funérailles de la reine à Londres. Donc la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis est venue en Arménie sur fond donc, de combats récents dans le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens. Elle a condamné fermement les attaques, ce qu'elle a décrit comme des attaques illégales de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Alors on comprend bien que l'objectif de cette visite, c'est évidemment d'exploiter ces nouvelles tensions dans le Caucase pour mettre en lumière les flottements au sein de l'OTSC, hein, donc l'autre organisation régionale que j'évoquais un peu auparavant, et qui pour le coup a un agenda de sécurité dur qui structure sa vocation en quelque sorte, et également finalement à travers cette visite venir questionner le rôle de garant de sécurité que la Russie est censée incarner dans la région et qu'elle a encore démontré en 2020 suite à la précédente guerre dans le Karabakh. Maintenant, on peut aussi voir à travers cette visite un agenda plus de politique intérieure américaine puisque les midterms approchent et que évidemment il y a là un vote arménien aux États-Unis qui n'est pas inintéressant pour les démocrates qui ne sont pas dans de très bonnes, je dirais, dans très bonnes positions dans les sondages. Dernière nouvelle sur Ukraine et OTAN. Alors c'est une nouvelle qui date de la semaine dernière, mais c'est, comme vous le savez, ce projet de garantie de sécurité que pourraient proposer certains pays de l'OTAN à l'Ukraine. Alors, c'est un groupe, je dirais, de travail qui a été monté et qui est emmené par Andrés Fogh Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, qui, avec l'administration présidentielle ukrainienne, a préparé ce projet donc, de garantie de sécurité qui a été présenté la semaine dernière et quand on le lit, alors j'ai commencé à le parcourir, j'ai pas eu le temps, à vrai dire, de tout lire avant de venir. C'est un document qui fait une quinzaine de pages. Mais en tout cas, on lit entre les lignes que potentiellement Kiev pourrait revenir sur son idée de non-appartenance à l'OTAN. Je rappelle que c'était quand même une des premières informations après le 24 février. Très rapidement, M. Zelensky a expliqué que l'Ukraine n'avait plus forcément vocation à appartenir à l'Alliance, que les chances de l'intégrer avaient volé en éclats, et que, en contrepartie ce qui pourrait être un cessez-le-feu, voire un accord de paix, eh bien l'Ukraine était prête à renoncer à tout agenda otanien. Et bien, quand on lit ce texte, on peut comprendre entre les lignes que ce n'est plus forcément le cas. Ce qui effectivement rend les perspectives de cessez-le-feu et a fortiori de paix extrêmement minimes. Voilà Gilles pour ce début de semaine. Merci de ces informations très complètes. J'aurais une question déjà pour commencer. Est-ce que l'adhésion d'un membre de plein droit de la Turquie n'est pas un peu incompatible avec son appartenance à l'OTAN, ou est-ce que c'est pas du même domaine? Bah, effectivement, alors ça a été relevé hein, dans la presse occidentale. Il y a certains pays qui qui étaient choqués hein, par cette déclaration d'Erdogan. Alors, d'abord revenir sur un élément de contexte. La Turquie est déjà partenaire pour le dialogue au sein de l'OCS depuis une dizaine d'années. Et en réalité, cette question de l'appartenance de la Turquie de plein droit à l'OCS est un petit peu un serpent de mer depuis au moins une dizaine d'années. Enfin, moi, j'en entends parler depuis la fin des années 2000. Hein. Et évidemment, ça faisait, j'allais dire, jaser en Turquie même, hein, où il y a des courants qui sont de sensibilités très différentes au sein de la politique turque et qui voyaient là
à travers cette perspective, disons, d'appartenance de plein droit à l'OCS, une rupture avec l'orientation plutôt atlantiste de la Turquie depuis son adhésion à l'OTAN dans les années 50. Hein. Et donc, finalement, une inflexion majeure dans sa politique extérieure qui compromettrait effectivement la logique de son appartenance à l'OTAN et au camp atlantique. En tout cas, ça a des questionnements qui avaient cours en Turquie, qui, à mon avis, ont encore cours aujourd'hui. Maintenant, si l'idée c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité au sens technique du terme ou juridique du terme, je ne crois pas parce que l'OCS, une fois encore, c'est pas un bloc militaire, c'est pas une alliance militaire. C'est une organisation régionale qui, comme je l'ai dit, à mon sens, a avant tout d'abord une vocation géoéconomique qui est plutôt, traditionnellement, on la voit plutôt comme sous obédience chinoise, hein, quand même, comme son nom l'indique. Tandis que l'OTSC est plutôt considéré comme étant sous influence russe avant tout. Donc l'OTSC qui pour le coup, elle, est une organisation qui a quand même dans son ADN une vocation militaire, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc attention, après la Turquie, enfin Erdogan, qui est quand même coutumier du fait, hein, dit aujourd'hui on veut devenir membre de plein droit, on peut tout à fait imaginer que ça va devenir encore un élément de négociation ou de marchandage avec les Américains ou avec je ne sais qui en vue d'obtenir je ne sais trop quoi, je ne sais trop quand. Mais comme je l'ai dit, ça tombe pas du ciel, c'est comment dirais-je, une perspective qui est dans l'air depuis au moins une dizaine d'années. Merci beaucoup de ces précisions. Alors, on a quelques questions vont s'adresser à chacun d'entre vous. On va commencer par Pavel, qui a très envie de parler, visiblement. Dans quel pays non blacklisté par Moscou et Bruxelles, un citoyen russe résidant en Russie peut ouvrir un compte en banque professionnelle? L'impression que je suis préposé au. Donc, qu'est-ce que c'est un Turc qui vient en Chine et qui souhaite payer avec une carte mire? Non. Alors, quel pays non blacklisté par Moscou et Bruxelles, un citoyen russe résident en Russie peut ouvrir un compte? Je pense que déjà le terme professionnel est là, c'est un petit peu superfétatoire parce que le simple fait d'ouvrir un compte. A priori, l'Arménie continue d'ouvrir des comptes, bien moins que par le passé, et subissant une pression très forte à la fois de l'Union européenne, mais surtout des États-Unis. Mais je crois que, hélas, aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est pas des règlements ou des lois générales qui dictent la conduite, mais des réseaux et la capacité de s'adresser à quelqu'un qui peut vous prendre par la main et vous amener dans une banque qui, elle, vous ouvrira un compte parce que vous venez pas simplement comme ça de out of the blue et que vous êtes quelqu'un de confiance. En tout cas, aujourd'hui, les feedbacks que nous avons de Russes arrivant effectivement à ouvrir des comptes, c'est essentiellement l'Arménie, pas du tout la Géorgie, encore moins le Kazakhstan, mais l'Ouzbékistan et l'Arménie sont les deux points où, malgré des difficultés plus grandes que par le passé, il est encore possible, d'après nos informations, d'ouvrir des instruments financiers. L'autre question s'adresse plutôt à Arnaud, je pense. Alors, c'est une question qui semble porter un peu d'espoir du côté de celui qui la pose, qui demande si le statut d'agent de l'étranger interdit-il d'avoir ses chansons diffusées à la radio, télévision, dans les bars et discothèques. Non, je ne crois pas. Par contre, si jamais, dans les semaines qui viennent, on entend moins Madame Pugatchova à la radio, ce sera un signal intéressant. Et c'est tout à fait possible. Mais ce sera un signal politique. Ça ne relèvera pas du droit. Les royalties dans les karaokés sont toujours versées Ça, c'est une vraie question. aux compositeurs. Toto Cutugno, notamment. Alors, une question plutôt pour Igor. Ne vous semble-t-il pas que la Russie attendait un soutien plus affirmé à Samarcande? Est-ce que cela est plutôt un signal assez négatif pour elle? Et qu'attendent de l'AG de l'ONU? Comme d'habitude, beaucoup de blabla. Je pense que oui, évidemment, il aurait été bienvenu, ou en tout cas, ça aurait été toujours un bon point de prix hein, d'avoir des déclarations de la part de M. Modi ou de M. Xi qui soient fermement à soutenir leur vie. Mais à vrai dire, je pense que si vous voulez, ça n'a pas eu lieu, mais pour autant, je pense pas que ce soit vraiment le signal le plus fort à retenir de cette AG de Samarcande. Il y a des tendances de fond qui sont engagées sur
ce que la Russie veut voir comme la réarticulation de l'architecture mondiale autour de ce qu'on appelle le polycentrisme. C'est ça qu'elle veut voir et retirer de ce sommet de Samarcande. D'ailleurs, la déclaration de Samarcande qui a été signée donc, par tous les participants, document dans 24 ou 25 pages assez fourni, qui revient sur plein de choses sur lesquelles les membres se sont entendus, insiste notamment dans une des sections sur l'aspect entre guillemets dédollarisation des échanges entre les membres, commerce en devise nationale, avec toutes les difficultés que ça soulève et qu'on a évoquées depuis le printemps ici dans ces séances de briefing, hein, pour donc commercer en devise nationale. Et surtout ce qui est présenté comme les sanctions unilatéralement prises par les Occidentaux comme étant illégales et ne répondant pas au droit international, etc. Donc il y a quand même des choses de fond sur lesquelles ils s'entendent, qui sont pas inintéressantes, avec aussi à côté de ça des choses assez générales comme entretenir des rapports de bon voisinage. Donc ça, quand on a l'Inde et le Pakistan dans la même salle, évidemment, c'est assez, je dirais assez ça peut paraître utopique, mais n'empêche que bon, il y a des généralités aussi comme ça qui font parfois un peu sourire, mais qui sont néanmoins indiquées dans le texte. Donc c'est pour ça que la visite de M. Patrouchev n'est pas forcément totalement anodine. C'est vrai que derrière, il peut aller faire entre guillemets le service après-vente. Si jamais il y a eu des couacs et des fausses notes, et évidemment il y en a eu quelques-unes lors de ce sommet, derrière faire le nécessaire pour que la coopération suive, je dirais, son cours dans les conditions souhaitées par les Chinois et par les Russes. Si je puis me permettre, je doute que la visite de Patrouchev soit improvisée et ait été décidée après le sommet de Samarcande en raison d'éventuels couacs. Je pense que c'était planifié de longue date. Alors après, l'agenda et la tonalité peut se modifier, mais ce n'est pas une visite d'urgence pour recoller les morceaux cassés. Il faut être très clair. Ça coïncide peut-être d'ailleurs avec la fin des manœuvres militaires russo-chinoises d'envergure qui ont eu lieu. Donc, il faut faire attention aux narratifs. Il y a des narratifs opposés. Il y a une guerre des narratifs. Il faut admettre qu'on ne sait pas ce que Poutine et Xi se sont dit en tête à tête. Donc, ça, c'est la première chose, et c'est sans doute la plus importante. Et je pense qu'il ne faut pas surinterpréter, ne pas le minimiser non plus, hein, mais ne pas surinterpréter et être prudent par rapport aux différents narratifs qu'on nous propose. On voit très bien, en réalité, les agendas derrière ces narratifs, d'un côté comme de l'autre. Donc, restons prudents. La tendance de fond, ça reste quand même un rapprochement russo-chinois avec cette vérité ultime qui est que ce sont deux puissances nucléaires qui, chacun, ont leur agenda, leurs intérêts, et qui, in fine, roulent pour elles-mêmes. Une visite improvisée au dernier moment, ça fait pas trop chef. Oui, évidemment. Alors, on nous dit, je pense intéressant ce qui se passe avec la prima donna, donc effectivement, ce que tu disais, affaire à suivre. J'avais une question pour coller à l'actualité, ce qui est notre marque de fabrique, on va dire. Voilà, j'étais un peu surpris par l'attitude, enfin la communication russe sur la mort de la reine d'Angleterre, qui d'une part nous disent on ne souhaite pas aller à l'enterrement, et qui 2 jours après se scandalisent de ne pas avoir été invité. Est-ce que c'est un signe de quelque chose? Franchement, là, tu me poses une colle. Je ne suis pas vraiment interrogé sur la communication. Non, on a bien vu effectivement la déclaration de Mme Zakharova, outrée, puisque la Russie est la seule, à ma connaissance, avec la Birmanie et la Biélorussie, à ne pas être invitée. Je ne sais pas. Et je ne sais pas si le Zimbabwe, par exemple, a été invité. C'est intéressant parce que le Zimbabwe a été sous sanction spécifique du Royaume-Uni et a longtemps fait partie du Commonwealth. Donc, il faudrait voir où en est la Russie par rapport à tout ça. Je note par ailleurs que, et ça a été repris, Vladimir Poutine a été le premier chef d'État étranger à adresser ses condoléances au prince Charles, qui maintenant est Charles III. Donc, voilà. Donc, difficile. Si, ce qui a relevé aussi beaucoup, c'est la réelle émotion que suscite la disparition de la reine Elisabeth II. Il y a eu des fleurs devant l'ambassade du Royaume-Uni.
Voilà, donc en cela, finalement, la population russe, en tout cas à Moscou, n'est peut-être pas très différente du reste de l'Europe. Peut-être rajouter un point, Gilles, pour tenter de répondre à ta question, mais moi, ce que j'ai relevé, effectivement, c'est les tonalités assez parfois contrastées, comme tu l'indiques, hein, avec parfois des, comment dirais-je, traitements de l'information qui étaient assez... Par exemple, ils ont relevé le fait que Charles III a commencé par se rendre donc au Pays de Galles, puis en Écosse, enfin, dans les parties du pays où la monarchie est un petit peu malmenée, ou en tout cas elle est moins bien vue, alors pour des raisons spécifiques, hein. L'Écosse, on sait qu'il y a un contexte, Pays de Galles, c'est encore autre chose, alors que tout simplement, c'est pas une question de rating ou de popularité de la monarchie dans ces régions-là, c'est une question de protocole. Il doit commencer par se rendre dans ces régions-là, et je suis à peu près persuadé que les journalistes qui traitent cette information doivent le savoir, ce genre d'éléments quand même. Donc, il y avait une façon de traiter l'info qui était assez bizarre. Moi, je serais curieux de voir comment ils vont maintenant s'intéresser aux répercussions de l'arrivée de Charles III au pouvoir, parce qu'on voit déjà des choses qui se passent dans des pays comme le Canada ou l'Australie. En Australie, on parle désormais de quitter le Commonwealth, par exemple. Puisqu'il y avait un attachement très fort à la personnalité de la reine, 70 ans, etc. Et puis il y a eu des référendums précédemment qui confirmaient, encore il y a 20 ans, l'attachement au Commonwealth. Maintenant, on parle de quitter. Alors, est-ce que c'est cyclique et c'est un feu de paille? J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de la zone, mais en revanche, on comprend que dans le narratif de la Russie, qui parle de désintégration, de l'Occident, etc., c'est quelque chose qui va pouvoir venir se fondre un peu dans ce narratif-là. Et quand on connaît l'état des relations entre Londres et Moscou, qui sont parfaitement exécrables, et que Londres aujourd'hui est au premier rang pour essayer de malmener le plus possible les intérêts russes où qu'ils se trouvent, et bien évidemment, je pense que les Russes vont pas se priver, le cas échéant, de leur envoyer l'ascenseur ou leur rendre la monnaie selon l'usage. Voilà, un point de vue intéressant, c'est bien. On nous signale que la Corée du Nord n'est pas invitée non plus. Les talibans, je ne sais pas non plus. Je pense que faire rire. Alors, on va penser à la Rhodésie. Bon. Alors là, on en revient. Une mobilisation générale ou partielle en Russie vous semble-t-elle possible? Exactement. Tout fait partie du principe que tout est possible en Russie. Quand on ne le fait pas, on a souvent de mauvaises surprises. En tout cas, pour l'instant, le pouvoir russe fait tout pour l'éviter. Pour deux raisons au moins. C'est que d'un point de vue strictement militaire, ça aurait sans doute un effet limité, en réalité. Par contre, ça pourrait avoir des conséquences politiques majeures. Donc, le pouvoir russe fait tout et fera tout pour l'éviter. Mais du coup, quelles sont les options? Si on sent qu'il y a un peu un manque de main-d'œuvre, de choses comme ça, à part ramasser dans les prisons, comme semble faire le groupe Wagner, et quelles sont les réserves? C'est de déplacer des troupes qui sont en réserve ailleurs. Quelles sont les options qui se présentent? Alors, bon, sans rentrer dans les détails pour les raisons que chacun comprendra, on peut dire que déjà, c'est pas toute l'armée russe qui est engagée voilà. Donc, il reste quand même encore comme tu dis, des réserves à travers le pays qui, comme chacun sait, est immense, avec des cantonnements un peu partout, dans lesquels on peut encore, à mon avis, puiser. Deuxième élément, c'est la constitution de bataillons régionaux que l'on voit se former depuis maintenant le milieu de l'été, on va dire depuis quelques semaines. Dans chaque région, vous avez des bataillons, quelques centaines d'hommes par-ci, dans telle région, quelques centaines d'hommes par-là, qui sont formés, qui sont d'abord constitués, qui sont équipés, formés, et puis progressivement, manifestement, déployés dans les zones de combat. Troisième élément, pour revenir sur la mobilisation, effectivement, dans l'absolu, si jamais, admettons, elle a été décrétée demain, ça ne changera pas du jour au lendemain la situation, parce qu'il faut rassembler toute cette masse considérable, pour le coup, de personnes qui seront amenées sous les drapeaux, il faut les équiper, il faut les former. En réalité, ça prend des semaines, voire des mois, et comme l'a dit Arnaud, avec des risques politiques qui sont majeurs. Donc, pour les solutions immédiates que j'évoquais, les deux premiers points, ça ne va pas faire une différence dans l'absolu en masse qui est considérable, mais ça permet de régénérer à minima les personnes déployées dans les zones de combat.
En face, en revanche, eux, ils ont la mobilisation depuis le début et donc ils ont des ressources humaines, enfin des combattants qui sont beaucoup plus, évidemment, par fortiori nombreux. D'accord. D'ailleurs, une de nos auditrices nous rappelle que Kadyrov a proposé que chaque sujet de la fédération, donc 85, mobilise à peu près 1000 soldats. C'est peut-être pas complètement réaliste non plus, parce que sur la qualité de recrutement et ensuite la formation, ça peut prendre un peu de temps quand même, j'imagine. Bien, nous n'avons pas d'autres questions, donc merci à tous et à toutes de votre attention et de vos questions. Je vais repasser la parole à Pavel qui va nous dire un peu ce qui se passe pour la suite. Donc, à court terme, à court et moyen terme, notre conférence éléments de contexte change de place. Elle n'aura plus lieu à l'hôtel précédemment sélectionné sur l'Arbat, mais non pas tous Azimut, mais à l'hôtel Azimut City. Je ne peux hélas pas vous dire que cette information sera sur notre site internet, parce que notre site internet a connu des déboires techniques et non pas politiques, je vous rassure. Nous travaillons d'arrache-pied et d'arrache-main pour le remettre en bonne et due forme. Donc, notre assemblée générale le 2 novembre, on a encore un petit peu de temps, j'espère que notre site internet sera réparé d'ici là. Pour le reste, nous nous retrouvons ce jeudi, 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris pour notre briefing avec l'ensemble de nos amis ici présents. Bonjour messieurs. Notre newsletter, elle fonctionne et notre hotline, comme son nom l'indique, continue d'adhérer comme la moule à son rocher à une activité brûlante